Mahmoud Aziari, auteur de Mayotte en souffrance. Moi, Mahmoud Aziari, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Anne. Un livre donc qui devient peu à peu une référence lorsqu'on essaie de comprendre la complexité de Mayotte, ce livre Mayotte en souffrance. Vous n'avez pas évoqué cela dans votre livre, mais quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de la crise précyclonique Kenneth? Il y a eu des dégâts matériels, mais aucune victime. Est-ce que finalement cette crise a été bien gérée en tant que catastrophe naturelle? Non, moi je pense que du point de vue de l'organisation au niveau des pompiers, de l'information aux citoyens, tout ça, ça a été bien géré. Maintenant, je trouve que dans cette histoire, la France s'en sort plutôt bien. Parce qu'il y a quelques semaines seulement, je parlais du fameux plan de 5000 logements, un programme de 1 milliard de la CIM, etc. Et j'ai dit l'intérêt de la France dans cette zone où on ne peut pas renvoyer tous les clandestins qui se sont déjà installés, c'est de les sortir très vite des flancs de collines pour les loger quelque part, de façon à ce qu'ils aient au moins l'électricité, mais que la contrepartie de ça, c'est qu'on va ghettoiser Mayotte. S'il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire, on va ghettoiser Mayotte. Mais que l'urgence pour la France, pour ne pas être condamnée en Europe et au niveau international, c'est d'éviter qu'un jour, s'il y a une catastrophe, qu'il y ait 400, 500, 1000 morts. Je l'avais déjà dit il y a 2-3 semaines. Et là, le cyclone passé, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Voilà, donc j'ai bien peur, je dis bien ça, j'ai bien peur qu'avec cette leçon-là, on va accélérer ce programme de ghettoisation. Et si nous ne faisons pas gaffe, alors au lieu qu'on développe Mayotte, on va développer encore une fois une façon de régler une urgence qui n'intéresse que la France pour qu'elle ne soit pas condamnée au niveau international. Alors je me dis juste en passant par rapport à ça, finalement, ici, les Mahorais sont battus contre une histoire de Ujamaa, la fameuse constitution qui allait mettre ensemble les 4 îles de l'archipel, etc., etc. Au fond, quand on regarde bien, le Ujamaa existe déjà, puisqu'on accueille pratiquement toute l'extrême pauvreté de l'Union des Comores ici pour laisser tranquilles les dirigeants corrompus de là-bas. Et peut-être que la France fait ça aussi pour éviter et pour calmer les ardeurs des Comores à les faire condamner aux Nations Unies chaque année. Alors, hier, le président Macron a fait son allocution lors de la conférence de presse. On a essayé de décortiquer un petit peu tout cela. Vous l'avez entendu dans les éditions de nos journaux ce matin. Mais il y a un point qui est intéressant, qu'on n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure, mais Mayotte souhaite intégrer Schengen. En tout cas, c'est un souhait qu'on a l'impression que la plupart des Mahorais souhaitent avoir accès. Et pourtant, Schengen ne marche plus, dit-il, a-t-il dit hier. Pour accueillir, il faut avoir une maison, donc il faut des frontières, des règles. Nous devons profondément refonder notre politique migratoire. Là, du coup, écho également par rapport à ce qui se passe ici à Mayotte. Est-ce qu'il a finalement raison sur ce point-là? Il a raison, mais du coup, il nous donne raison à nous Mahorais. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu le président Macron répondre à un élu à l'Élysée, un élu mahorais, en lui disant oui, mais si on répartit les migrants de Mayotte dans les autres territoires français et en Europe, ça va faire un appel d'air, donc vaut mieux qu'ils restent enfermés à Mayotte. Et le ministre Castaner nous a sorti encore la même chose avant-hier quand il a été interviewé par vos consoeurs. Et hier soir, le président Macron dit il faut qu'on renégocie Schengen parce que beaucoup de gens ne jouent pas le jeu de la surveillance des frontières. Donc il y a des pays qui ne surveillent pas assez les frontières et il y a des pays qui refusent de répartir les migrants. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se plaint que là-bas, en Europe, il y a des pays qui refusent de répartir les migrants, mais qu'à l'intérieur, à l'échelle nationale, Mayotte étant française, La Réunion étant française, et les autres territoires de France, le Gers, etc., étant des territoires français. Le département de Mayotte joue le jeu, mais les autres pas. Ils refusent qu'on répartisse les migrants qui viennent à Mayotte,
créer un SAS à Mayotte et pour gérer une extrême pauvreté dans un pays déjà très pauvre, avec toutes les tensions qu'on connaît, parce que les tensions sont en saumon, et on l'entend dire que c'est pas normal que les autres ne répartissent pas les migrants. Encore une fois, ça c'est de la discrimination envers nous. Et encore une fois, pour moi, ce problème-là devra être posé au niveau européen à un moment donné. J'ai toujours dit, le problème des migrants à Mayotte ne doit plus être posé à l'échelle de la France, mais doit être posé à l'échelle de l'Europe, à défaut d'être posé à l'échelle internationale. Qu'est-ce que vous avez également retenu, vous, dans son discours qui pourrait être intéressant pour Mayotte, puisque on a essayé de décortiquer l'ensemble de ce discours. Est-ce que dans les participations d'initiatives citoyennes, vous êtes positionné par rapport à ça? Il parle de la création d'un conseil d'initiative citoyenne. Bon, ça c'est intéressant aussi. C'est ce qui se fait ici, en tout cas, quand on parle des collectifs, alors que c'est assez finalement décrié par certains, d'autres qui revendiquent, qui disent oui, il faut que ces conseils, ces collectifs en fait puissent parler, discuter et proposer. Finalement, c'est ce qu'il est en train de mettre en place là-bas, alors que c'est assez décrié. Oui. Hier, moi, je vois un président que tout le monde qualifiait de Jupiter. Alors, l'image qu'il avait, c'était Jupiter du haut de son Olympe là-bas, qui descendait pas parler au peuple. Et puis là, il dit qu'il est descendu, qu'il a découvert des choses et qu'il propose une évolution de la démocratie française. Il a même proposé un conseil de la participation citoyenne. Mm-hmm. Et il est parti parler aux gens. Alors moi, je vois ces ministres arriver ici avec des couacs pas possibles, parce que Castaner a fait un couac pas possible. Je vois la ministre des Outre-mer qui vient ici, qui fait encore un couac pas possible. Enfin, à un moment donné, elle nous raconte qu'elle travaille très bien avec le sénateur Tani, avec la députée Hamlati et avec le vice-président du conseil départemental. À mon avis, il avait oublié le nom, mais il devait s'agir de Issa Abdou. Mais le sénateur Tani, la députée Hamlati, Issa Abdou sont de l'autre côté de la barrière par rapport à la population. Il y a une rupture ici pas possible entre la population et les élus qui semble complètement ignorée. Alors, au moment où le président parle de conseil de participation citoyenne, d'écouter les citoyens là où il n'y a pas la même rupture qu'à Mayotte, ici avec la rupture qu'on connaît, les ministres préfèrent parler aux élus plutôt qu'aux citoyens. Alors, nous, on croit que le président devrait mettre ceci en pratique à Mayotte. On a appris qu'il n'arrive pas en juin, mais on espère qu'il arrivera ici un jour. Et quand il arrivera ici un jour, il faut qu'il pense à parler aux Mahorais parce qu'on a vraiment plein de choses à lui dire. Alors, que pensez-vous alors, par exemple, de ce projet loi-programme pour Mayotte que porte Mansour Kamardine? Est-ce que, par exemple, les collectifs pourraient soutenir ce genre de projet et le rendre beaucoup plus fort, du coup, éventuellement, si le collectif s'inscrit dans cette idée-là? Mais pour l'instant, Mansour Kamardine n'a pas saisi directement le collectif. Quand je dis le collectif, il y a des gens qui parlent des collectifs, mais bientôt, peut-être à partir de demain, il n'y aura qu'un collectif. À ce moment-là, il saura au moins à qui s'adresser. J'ai cru comprendre quand même que Mansour Kamardine avait tiré des revendications du mouvement de 2018, beaucoup de points qu'il a inclus dans son projet. Ok, tant mieux, mais s'il nous saisit de ça, on en parlera. Déjà, à la réunion avec la ministre avait parlé d'un projet de loi de développement pour l'outre-mer, après qu'il y aurait des déclinaisons pour chaque territoire. Si Mansour a pris les devants pour faire ça, il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt qu'on aille nous parler de toilettage institutionnel, de je ne sais pas quoi, qui n'a vraiment aucun intérêt que l'intérêt de celui qui semble le porter. Alors, la ministre des Outre-mer est venue à Mayotte. C'est la 4e fois que je viens ici, a-t-elle déclaré. Vous n'êtes plus oubliés. Voilà quelques phrases d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, donc en visite ici, un an après le mouvement contre l'insécurité, pour faire un bilan d'étape sur pour le plan pour Mayotte. Vous avez été, Mahmoud Aziari, vous faisiez partie des interlocuteurs envoyés par le collectif et l'intersyndical négocié, discuté avec la ministre à la case Rocher il y a un an.
Et même si vous avez pris un petit peu de recul à un moment donné, est-ce que finalement la ministre ne dit pas vrai quand elle dit « vous n'êtes plus oubliés malgré tout » ? C'est la 4e fois qu'elle vient. Il y a eu un ministre de l'Intérieur qui était en déplacement. Le président de la République est annoncé maintenant pour septembre. Ces visites ne sont plus des visites qui durent 24 heures ou moins, mais ce sont des visites qui sont là pour 2 jours, 3 jours parfois. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une prise de conscience, un changement de méthode ? Non, moi personnellement, je ne sais pas les autres, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter au collectif, on en parlera sûrement demain, mais j'ai été très très déçu. En fait, je croyais énormément à cette femme. Et je l'ai beaucoup écoutée, je l'ai regardée. Alors, dans mes anciennes années de pratique du karaté, on apprenait à essayer de voir un peu, le maître qui nous enseignait disait que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et j'essayais de percevoir dans les yeux de quelqu'un un peu ce qu'il y avait dans son âme. Et je me disais qu'elle était vraiment très sincère, et qu'elle cherchait réellement dans ce gouvernement où l'outre-mer est quand même un peu le ministère délaissé, à tirer son épingle du jeu pour aider les outre-mer. Et puis juste à la sortie du mouvement, quand j'ai appris que le directeur de cabinet était Thomas de Gausse, je me suis dit, mais mon Dieu, mais elle ne sait pas qui c'est. Mais elle ne sait pas qui c'est. Enfin, si elle ne connaît pas le rôle de Thomas de Gausse dans le rôle qu'il a joué à Mayotte, y compris pour le fameux monument historique, pour la CIM, ce qui a amené la CIM aujourd'hui à faire évincer non seulement le directeur général que j'étais, mais tous les cadres de la CIM pratiquement sont partis. Et la CIM ils ont fini par évincer même les actionnaires mahorais de la CIM pour en faire, pour moi, un outil de ghettoisation au lieu de l'outil de développement que j'ai construit pendant 10 ans. Et c'est très, très, très grave. Alors, si elle ne sait pas tout ça, mais elle sait au moins ce qui s'est passé pendant la grève de 2011. Et elle est nommée Thomas de Gausse, alors qu'ici, on s'est battu pour éviter que Jean-Jacques Brault, encore un ancien préfet qui s'est conduit un peu comme un gouverneur à Mayotte, on a tout fait pour qu'il ne vienne pas. Il nomme quelqu'un qui a été probablement, pour moi, le pire de tous les préfets qui sont passés ici et qui se sont conduits en gouverneur. Alors après, elle vient nous parler effectivement de sa relation de travail avec des gens qui, eux, ici, sont complètement distants de la population. Et quand on regarde, il parle de Tani, de Ramlati, de Issabdou, mais c'est Issabdou et Ramlati qui ont vendu la CIM à CDC Habitat, qui ont éjecté les Mahorais, et c'est quand même Tani qui a été derrière tout ça. Alors, je me dis seulement une chose. Hier, elle fait une envolée lyrique incroyable. En disant, si j'étais mahoraise, un cadre formé, très compétent, diplômé, et que j'ai la possibilité de faire ma carrière dans le monde, dans les grandes entreprises dans le monde, est-ce que je reviendrai à Mayotte, etc. Mais je l'ai regardé, je me dis, mais elle est en train de parler de quoi? Mais la personne qui symbolise le mieux ça à Mayotte, c'est moi, Mahmoud Ouaziari. Et c'est moi que les jeunes regardent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quittant un endroit comme la City de Londres, venant à Mayotte et mettant tous mes efforts, toutes mes forces pour aider Mayotte, qu'est-ce qu'ils ont fait? 15 policiers pour venir m'arrêter, me placer en garde à vue. Les Mahorais sont venus le soir, à peu près 400. Ils ont eu peur, ils m'ont relâché, mais ils ont tout de suite engagé quelque chose d'autre jusqu'à m'évincer, jusqu'à me poursuivre en justice entre l'État. Donc, selon vous, il y a une contradiction entre... Il y a une contradiction parfaite. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on tue l'élite. On tue. C'est un vrai processus. On tue l'élite et on place des gens médiocres et dociles à tous les niveaux, justement, pour que ça ne marche pas, mais pour que ça serve les intérêts des gens. Alors moi, je voudrais juste dire une chose à la ministre et aux autres. C'est le système à Mayotte qui est complètement corrompu parce que c'est un système de prédation. Tout l'argent qui vient développer Mayotte doit retourner dans les caisses d'où elles viennent à Paris. Et si ce système-là n'est pas arrêté parce que ce système génère la corruption, génère la médiocratie, génère la tutelle, génère tout ça. Beaucoup d'élus ont leur campagne financée, des cadres sont nommés parce qu'ils seront dociles et accepteront la corruption. Si ce système-là ne change pas, il ne faut surtout pas espérer que des gens viendront
subir le sort que j'ai subi ici. Surtout que quand les cadres sont menacés ici, on leur dit attention, si vous faites trop, alors, si vous en faites trop, vous subirez le sort de Mahmoud Aziari. Alors, en tout cas, elle parle également d'ingénierie parce qu'elle dit qu'il y a un problème réel d'ingénierie ici à Mayotte, notamment en termes de marché public et des dossiers de fonds européens, que d'ici septembre 2019, une cellule d'appui en ingénierie sociale devrait être créée. Merci beaucoup, Mahmoud Aziari, d'avoir